de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui est pendant. Vous avez imaginé. Biso, jeune ya lelo, ceux qui tokbamoni biso na place moko to bazana posa na biso na rien que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Passionné de vous informer, former, c'est notre devoir des téléspectateurs amoureux de show télévision. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous accompagner partout où vous êtes. Vous avez juste l'habitude de nous suivre sur vos plateaux, mais aujourd'hui spécialement nous nous sommes déplacés pour aller au moins dans la commune de l'Ancelé où vous avez au moins l'opportunité de suivre tout au long de notre émission le spécial collation des grades académiques de l'Institut supérieur de développement durable avec le professeur Michel Dissonama. C'est avec lui que nous allons au moins décortiquer cette thématique sur le système éducatif au moins archive démocratique du Congo. C'est pour, avant d'abord d'entrer dans le bain de notre émission, bonsoir, bienvenue professeur. Bonsoir. Merci beaucoup. Comme annoncé au début de cette émission, avec vous, nous allons d'abord analyser le système éducatif, mais curieusement, aujourd'hui nous sommes enseignés juste pour la collation des grades académiques. Si vous pouvez d'abord nous faire une brève historique sur l'Institut supérieur de développement durable. Oui, l'Institut supérieur de développement durable, c'est cet institut qui se donne comme mission de former des spécialistes qui vont aborder les nouveaux défis reconnus aujourd'hui au niveau mondial, les défis du développement durable. Comme vous le savez, le monde fait face à beaucoup de changements et nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si rien n'était. Le monde aujourd'hui, on sait que la population augmente de manière vertigineuse. On sait également qu'aujourd'hui, les besoins alimentaires au niveau mondial est en train d'augmenter, mais les ressources pour produire cette alimentation n'augmentent pas. Donc il faut changer notre façon de vivre, il faut également changer nos systèmes de production. C'est ce que nous appelons le changement lié au défi du développement durable. Et cette institution a cette mission-là de former. C'est la première institution de ce genre en République démocratique du Congo. Nous avons d'autres institutions qui ont certaines matières de développement durable, mais on n'a pas une institution qui se focalise spécifiquement sur cette question de développement durable. Donc nous avons regardé et nous avons pris l'initiative d'initier cette institution il y a 3 ans. Et aujourd'hui, nous venons de produire les premiers gradués en développement durable en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, professeur Michel. Vous venez de dire que c'est la première fois d'avoir au moins une institut supérieur de développement durable en République démocratique du Congo. Mais pourquoi avez-vous trouvé bon au moins d'implanter ça en CD au lieu d'aller l'implanter au centre de ville? Merci beaucoup, mais comme vous le savez, c'est une commune de la ville de Kinshasa. Je ne pense pas que ça soit reculé. Et comme on le dit, comme j'ai toujours dit à mes étudiants, c'est l'homme qui développe. Ce n'est pas le milieu qui développe l'homme, c'est l'homme qui développe le milieu. Mais si nous avons choisi de l'implanter ici, c'est en analysant notre système éducatif. Notre système éducatif, en tout cas ce qui nous a été légué par la colonisation, c'est le système qui est encore en place, c'était de former des personnes, de former des spécialistes qui doivent aller demander de l'emploi.
On n'était pas dans un système où on doit former des personnes qui créent leur propre emploi, des personnes qui créent la richesse. Vous allez trouver plein de facultés d'agronomie à travers la République démocratique du Congo, mais vous allez trouver que la formation est orientée vers des agronomes qui, une fois terminés, ils doivent aller dans une ferme, dans une société, chez l'État, pour aller écrire jalonnaire, demander de l'emploi. Et nous avons dit, la bonne façon de faire actuellement, c'est vraiment de former des personnes, de former des intellectuels qui créent des richesses, qui eux-mêmes transforment leur environnement. C'est ça même le rôle des universités, c'est de regarder les défis auxquels vous faites face dans votre société. Les étudiants refusent au moins d'aller travailler, de faire le champ, ils préfèrent beaucoup plus travailler dans des salles climatisées. Et là aussi, c'est un problème professionnel. Mais vous pensez qu'ici, on ne peut pas avoir des salles climatisées? Pourquoi pas? Et je peux vous dire déjà que Kinshasa, c'était un village. Kinshasa n'avait pas été une ville. Aujourd'hui, c'est l'homme qui a décidé de mettre la climatisation. Et aujourd'hui, les bâtiments que vous voyez là, ça n'existait pas. C'est l'homme qui a décidé de les mettre. Mais l'avantage ici est que nous avons des espaces et nous avons un public qui est encore moins pollué et qui peut très bien profiter des espaces qu'on a ici pour essayer de faire de la pratique. Parce qu'il ne faut pas avoir 30 sur 20 mètres à Gombe ou à Lingwala et former des personnes qui font les sciences environnementales ou qui font les sciences agronomiques dans l'espace où ils n'ont même pas où labourer. Non. Alors qu'ici, nous avons suffisamment d'espace, comme ici au niveau de l'Institut supérieur pour le développement durable, nous avons à peu près 1,5 hectare. Donc nous avons suffisamment de l'espace pour faire la pratique. Et ici, nous avons la possibilité d'implanter nos porcheries, nous avons la possibilité d'implanter nos élevages pour montrer aux étudiants de manière pratique comment faire des élevages durables. Avez-vous combien de facultés? Ici actuellement nous avons la section que nous appelons section parce que c'est l'Institut supérieur. Nous avons une seule section qui est le développement durable. Et la section a 2 départements. Nous avons le département de développement rural durable et nous avons également le département de développement urbain durable. Urbain durable et rural durable. Et au niveau du département de développement rural durable, nous avons les sciences agronomiques et vétérinaires durables et nous avons également les sciences de l'environnement. Et de l'autre côté, nous avons les sciences de l'action humanitaire et nous avons également les sciences commerciales. Aujourd'hui, bien que l'année 2019-2020 n'a pas été au moins une année très efficace, surtout pour les universités, l'enseignement dans le monde entier, comment d'abord analysez-vous la situation sanitaire de la République démocratique du Congo parce que la science a été frappée, bien que le monde a été frappé de cette pandémie de Covid-19. Jusqu'à présent, comment analysez-vous d'abord cette situation? Oui, la maladie elle-même n'a pas fait des dégâts énormes. Ça, il faut se le dire. En République démocratique du Congo, si vous regardez les statistiques, comparativement à d'autres pays d'outre-mer, comparativement à d'autres pays européens ou des pays de l'Amérique, en République démocratique du Congo, la maladie elle-même n'a pas fait beaucoup de victimes. Mais nous pouvons dire plutôt que la maladie a eu ce que nous appelons des impacts collatéraux. Parce que vous savez, la maladie a amené presque une crise économique dans le pays. Ici à Kinshasa, les gens ont été confinés pendant pratiquement 3 à 4 mois. On ne savait pas travailler et à ce moment-là, ça a impacté la situation économique du pays. Mais aussi, il faut le dire, la RDC a une économie extravertie. Ça veut dire que la RDC, même pour manger, nous mangeons la nourriture qui vient de l'extérieur. Avec la fermeture des frontières, on a eu des problèmes pour accéder à la nourriture. Donc, je peux dire que la maladie a donné une occasion à la République démocratique du Congo pour savoir qu'on ne laisse pas sa cuisine chez les voisins.
on doit avoir le contrôle de sa propre cuisine. Et la République démocratique du Congo a laissé sa cuisine chez les voisins, maintenant que les voisins ont fermé sa porte et nous ne savons pas manger. Or, la République a la possibilité de tout produire. Vous savez que vers les années 60, quand les Belges étaient en train de quitter ce pays, les Congos étaient autosuffisants sur le plan alimentaire. Et les Congos exportaient même les produits alimentaires à l'extérieur. Le Congo était le premier exportateur mondial de café, premier exportateur mondial d'huile de palme, premier exportateur mondial de cacao. Mais aujourd'hui, parmi les 10 premiers producteurs mondiaux, nous ne sommes plus là. Et la maladie nous a montré que la mauvaise gestion ne peut pas être notre allié. C'est une façon aussi pour nous de prendre conscience afin d'améliorer notre condition de vie. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est vraiment une occasion, d'abord pour les autorités de ces pays, pour que les autorités comprennent qu'aujourd'hui, qui ne savent pas aller se soigner en Europe parce qu'on a fermé les frontières, on fait quoi? On retrouve avec des hautes personnalités de ces pays en train de mourir tout simplement parce qu'il n'y a pas de respirateurs. Est-ce que c'est impossible pour ces pays d'avoir ces respirateurs? Non. Donc on a mis notre intelligence ailleurs et voilà, aujourd'hui la maladie nous donne une conscience collective pour dire nous devons travailler pour avoir les conditions de faire face aux défis de l'ère. Il y a les défis sanitaires, mais il y a également les défis alimentaires. Aujourd'hui, la maladie nous a montré qu'il ne faut pas compter sur les importations alimentaires. C'est ça que préconisez-vous alors comme solution? Et ce que je préconise, c'est que notre système éducatif devra normalement changer. Et c'est ce que nous prenons ici au niveau de l'ISDD. Ça veut dire que... Merci beaucoup, professeur Michel. Donc là, vous touchez carrément la matière que nous sommes censés d'entrer directement. Covid-19, oui, vous venez au moins de numérer quelques conséquences qui a au moins frappé la République démocratique du Congo, mais sur le plan au moins de l'enseignement, quel a été son impact? Bon, comme pour les autres secteurs, le secteur de l'enseignement avait été aussi impacté. Vous savez qu'on a suspendu les enseignements pendant une bonne période. Mais aussi, vous savez que lorsque sur le plan économique les choses ne marchent pas, et au niveau des systèmes éducatifs également, il y a des problèmes. Donc, Covid n'a pas épargné notre système éducatif. Bien au contraire, ça a plutôt aggravé les problèmes qu'on avait déjà sur la qualité de l'enseignement, mais aussi sur les objectifs que doit poursuivre un système éducatif, surtout les systèmes éducatifs au niveau universitaire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons été au moins à l'honneur de voir le tout premier fruit lancé sur le marché congolais. Quelle est au moins votre appréciation durant ces 3 ans? S'il faut dresser au moins un bilan, d'abord votre appréciation, après le bilan. Qu'est-ce que dressez-vous comme bilan? Oh, je pense que 3 ans, c'est trop peu pour un bilan, mais nous pouvons déjà dire que le premier bilan est que nous avons réussi à mettre sur le marché 7 spécialistes des questions de développement durable. Des personnes que nous avons inculquées une autre façon de voir les choses. Ça veut dire que des personnes que nous avons inculquées qu'au-delà de la science c'est ce que nous appelons la vie de l'école. Mais nous les avons inculqué l'école de la vie. Comment aborder les questions de production dans la vie courante? Comment ne pas être vulnérable? Parce que ceux qui sont éternellement à la recherche d'emploi sont vulnérables. Il n'y a pas un emploi éternel. Là, vous découragez au moins ceux qui cherchent à pouvoir toquer quelque part ou comment? Je ne suis pas en train de les décourager, mais je suis en train plutôt de leur demander de changer de paradigme, de changer d'approche. Même lorsque tu travailles ailleurs, tu dois avoir des activités qui peuvent te rendre résilient. Pourquoi ne pas être fonctionnaire de l'État et avoir 10 000 pondeuses derrière sa maison et en train de produire 300 plateaux d'œufs par jour et en train de faire entrer $1000 par jour? Ça ne vous empêche pas d'aller au travail le matin, mais avant d'aller au travail, entre 5 h du matin et 7 h, vous pouvez déjà nourrir vos poules et partir au travail. Dès que vous revenez à 13 h, 14 h ou 15 h à la maison, vous pouvez continuer le travail. Et au-delà de ce que vous avez comme salaire, vous avez aussi
vous contribuez aussi à créer des richesses. Et peut-être à la longue, vous pouvez également embaucher des gens. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons réduire les chômages que nous avons. Mais vous ne pouvez pas dire, j'ai un travail et après ce travail-là, basta, et je reste. Non, parce que demain, si jamais tu es mis à pied, ou maintenant on voit les gens, quand il est à la retraite, vous savez que le système de la retraite dans notre pays est médiocre, n'est-ce pas? Si vous allez à la retraite, il faut se le dire, vous allez carrément pour mourir parce que vous n'aurez pas de ressources pour subvenir aux besoins. Et il ne faut pas attendre de créer des richesses quand on a déjà dépassé l'âge. Il faut, lorsqu'on est en train de quitter l'école, quand on commence le premier pas de l'école de la vie, qu'on sache déjà qu'on doit créer des activités génératrices de revenus. On doit être ce que nous appelons dans notre jargon à Kinshasa, Mopao. Qu'est-ce qui n'est pas plus beau d'être Mopao que d'être Mongamba? Mongamba, ça veut dire c'est de travailler tout le temps pour les gens. Merci beaucoup, professeur Michel, partant de vos explications sur les facultés comme section qui existe déjà ici à l'Institut supérieur de développement durable. Quelle est alors votre appréciation vis-à-vis de ce secteur qui n'est pas au moins une nouveauté pour nous, secteur environnemental ainsi qu'agro-vétérinaire? S'il faut faire au moins votre appréciation vis-à-vis de ces secteurs, que diriez-vous? Oui, je pense que c'est pas le secteur n'est pas nouveau, mais c'est le mode d'aborder des questions dans le secteur qui est nouveau. Le mode d'aborder des questions. Je prends l'exemple simple de l'élevage. Vous savez que l'élevage apporte beaucoup de problèmes au niveau de notre société, de telle manière aussi que l'élevage apporte des solutions. La manière d'aborder, c'est différent. Si je prends le domaine de pisciculture, ce qui est courant ici, pour faire la pisciculture, il faut des étangs piscicoles, il faut aller donc dans les périphéries, il faut faire des étangs piscicoles, il faut creuser, ainsi de suite. Mais la nouvelle façon d'aborder la question de la pisciculture, on peut faire la pisciculture même dans son salon et produire 1000 kilos de poissons après 4-5 mois. On n'a plus besoin d'aller en brousse pour élever les poissons. On n'a plus besoin d'aller en brousse pour élever les poules. On peut faire des élevages en cage. Donc, le développement durable, c'est cette nouvelle façon d'aborder les questions agricoles, étant donné les défis de la croissance démographique. Vous venez au moins d'énumérer quelque chose qui est au moins piquant sur l'agriculture. 60 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, quel est son impact, l'impact de l'agriculture en République démocratique du Congo? Mais l'agriculture ne peut pas avoir un impact aujourd'hui en République démocratique du Congo parce que c'est un secteur qui a été totalement oublié. Vous savez que l'agriculture, c'est le secteur qui emploie 70% de la population. Vous savez que l'agriculture fait vivre pratiquement 80% de la population congolaise. Mais l'agriculture ne reçoit que moins de 5% du budget de l'État. Donc quel impact on veut à un secteur? Tout le monde dit agriculture priorité des priorités, mais depuis l'indépendance du pays jusqu'à ce jour, personne ne donne les moyens pour que l'agriculture fonctionne. Et si on veut donner les moyens pour que l'agriculture fonctionne, mais qu'est-ce qui se passe? On essaie de monter des projets bidons pour juste soutirer de l'argent derrière. Vous êtes sans ignorer du scandale qui est aujourd'hui en train de secouer la République démocratique du Congo, où un groupe d'individus qui se permettent de monter un projet bidon qu'on appelle Bukangalonzo. Nous sommes ici la route pour aller à Bukangalonzo ici. Et ces gens, ils décaissent 85 millions, donc 285 millions de caisses de l'État congolais. Mais vous vous rendez compte, l'inspection des finances vient de faire l'enquête et vient de publier son rapport, que sur les 285 millions décaissés, on a que simplement 80 millions qui a été utilisé et 205 millions ont été détournés. Donc, dans un pays comme ça, on ne peut pas attendre quelque chose de l'agriculture. Est-ce qu'il y a possibilité de faire encore de nouveau, de redoter encore de nouveau l'impact de l'agriculture en République démocratique du Congo? Oui, je pense que c'est possible. C'est possible. Et à mon avis,
donc si vous voulez, la seule façon de sauver l'agriculture ou de sauver même le pays, parce que l'agriculture a 80%. Si 80% de la population est négligée, donc on ne peut pas espérer à un développement. Et la seule façon, c'est de convertir le poids démographique des agriculteurs au poids politique de ces agriculteurs. Il faut que ces agriculteurs se mettent en réseau et qu'ils arrivent à avoir un poids politique et qu'ils se retrouvent dans les institutions qui gèrent les pays afin de canaliser les ressources pour le développement de ce secteur. Parce qu'on a essayé autrement et on se rend compte que c'est catastrophique. Et je vous dis, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez posé la question sur l'impact de l'agriculture. Qu'est-ce que vous voulez que l'agriculture puisse avoir comme impact lorsque vous avez une province comme la province de Maniema, qui est une province fortement agricole, mais qui est une province totalement enclavée. Et cette province n'a besoin que de 50 millions de dollars pour que ça soit désenclavé. Mais on voit le détournement de 200 millions de dollars, 4 fois le budget pour ouvrir cette province-là. S'il vous plaît, si vous allez dans la province de l'Équateur, n'est-ce pas? La province de l'Équateur, c'est une province qui a eu de hautes personnalités dans ce pays, qui est une province, aujourd'hui, si vous allez là-bas, c'est catastrophique. Il n'y a pas de route, tout a été abîmé. Et on détourne à peu près 20 000 km de routes de dessert agricole. Donc on ne peut pas attendre quelque chose d'un système politique comme cela. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes très flattés et nous avons ce que nous appelons l'espoir. Parce que c'est la première fois dans ce pays qu'on voit un pouvoir arriver et dire tout haut qu'il y a des détournements. Et mettre sur la place publique les montants exacts qui sont détournés. Et ça encourage la population tout entière et ça encourage nous les scientifiques. Et nous pensons que dénoncer c'est bon, mais il faut qu'on passe dans les actes. Il faut qu'on puisse traduire tous ces gens-là en justice pour qu'on puisse restituer les fonds détournés au niveau du secteur agricole parce qu'il y a des milliards. Ils ne sont pas encore traduits en justice. Ce qu'on est actuellement au courant, c'est que l'inspection des finances a publié justement les rapports et l'inspection des finances a dit clairement qu'il y a des gens qui sont identifiés et certains sont couverts des immunités et au nom de la Constitution. Mais je pense qu'il faut violer cette Constitution-là pour arrêter ces gens-là. Parce qu'on ne doit pas se cacher derrière la violation des Constitutions et détourner les fonds publics et attendre un impact sur l'agriculture. Non. Merci beaucoup, professeur Michel. Vous êtes professeur dans plusieurs universités de la place à République démocratique du Congo. Nous avons au moins aussi un problème sur le système éducatif à République démocratique du Congo. Quel est votre souci? Oui, le système éducatif au niveau universitaire au Congo, disons que c'est un système qui fait face à plusieurs défis. Le premier défi, c'est le système est inadapté au défi du développement de la RDC. Comme je l'ai dit, nous avons encore les systèmes qui nous avaient été légués par les colons. Et plus de 60 ans après, il y a de nouveaux défis qui apparaissent et les systèmes doivent être refondés. Je vais vous donner un exemple simple. Le système éducatif congolais connaît de sérieux problèmes. Je prends un exemple. Tu ne peux pas être professeur d'électricité lorsque vous-même vous ne savez pas installer les courants électriques. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tout simplement lire les livres sur l'installation des courants électriques et enseigner aux enfants ce qu'on installe. Non, vous devez vous-même installer les courants électriques. Vous ne pouvez pas être un professeur de mode alors que vous-même, vous n'avez pas l'atelier de mode. Il faut que vous ayez l'atelier de mode pour que vous puissiez rencontrer les vrais problèmes que vos formés vont rencontrer dans la vie et de les préparer à affronter ces problèmes-là. Mais si vous les formez uniquement sur base des livres et sur base des expériences des autres et que vous-même, vous n'avez pas été confronté à cela, il y a un déficit. Vous ne pouvez pas être agronome.
vous enseignez les cours d'élevage des volailles. Vous demandez aux gens de donner à vos poules la farine de poisson. Mais où est-ce qu'ils vont trouver la farine de poisson? Parce que vous-même, vous ne faites pas l'élevage des poules, vous ne vous représentez pas les coûts. Qu'est-ce qui coûte accéder à la farine de poisson pour donner? Ce que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il y a possibilité de revoir notre programme d'enseignement? Oui, il y a. Je ne parle pas de programme. Je parle du système. Okay, je parle du système. Et pour réformer le système éducatif, il faut d'abord commencer à restaurer l'acteur principal de ce système, qui est le professeur d'université. N'est-ce pas? Donc, si vous regardez aujourd'hui, les professeurs d'université sont clochardisés. Nous sommes clochardisés. On ne peut pas attendre de nous mieux que cela. Et l'université, nous n'avons pas que la mission d'enseigner dans les auditoires. Nous avons la mission de faire des recherches. Je disais tout à l'heure ici, vous êtes professeur de zootechnie, vous êtes professeur de phytotechnie, mais vous ne faites pas de recherches. Or, pour faire des recherches, il faut des moyens. Dans d'autres pays, il y a des projets de recherche qui sont financés. On va dire, par exemple, aujourd'hui, dans la filière manioc, par exemple, il y a la mosaïque, n'est-ce pas? Et on va mettre des ressources entre les mains des spécialistes du manioc au niveau universitaire pour qu'ils conduisent des recherches au niveau de ces problèmes de mosaïque de manioc. Au Congo, il n'y a pas de fonds de recherche. Vous en connaissez? Il n'y en a pas. Il n'y a même pas de frais de fonctionnement au niveau des universités. Comment vous allez parler de cela? Donc, nous sommes dans un système totalement délaissé. Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire au même moment. On ne peut pas demander aux universités de former des excellents et entre-temps, on ne leur donne aucun moyen. On ne peut pas demander aux agronomes d'être des vrais spécialistes en agronomie alors qu'ils n'ont aucun moyen pour ne fût-ce qu'installer des champs de démonstration, installer des champs de recherche dans les universités. Combien d'universités ici qui ont des facultés d'agronomie par exemple, qui ont des terrains? Lorsqu'il y a des tracteurs agricoles qui arrivent, nous voyons que c'est affecté aux politiques, ce n'est pas affecté aux universités, ce n'est pas affecté aux vrais agriculteurs. Donc l'université fait face à des moyens et à un mauvais système. C'est le pouvoir politique qui a fait de l'université tout simplement un endroit où les gens viennent se rencontrer pour quelques heures et prélever quelques documents à l'internet ou dans les bibliothèques. Et plusieurs universités ici n'ont même pas de bibliothèque. Donc on ne peut pas attendre quelque chose de grand. Et lorsque les gens sont mis sur les services, on ne doit pas être surpris que ces gens ne soient pas à la hauteur de relever les défis de création de richesses dans le pays. Je ne peux pas boucler au moins cette émission sans pourtant vous poser cette question. Qu'est-ce qui pousse moi au professeur aujourd'hui, parce que vous êtes moi le mieux placé à pouvoir répondre à cette question, parce que vous êtes en face de nous, qu'est-ce qui pousse au professeur aujourd'hui de laisser au moins leur maman, qu'ils ont au moins l'envie d'aimer beaucoup plus, qui est au moins la clé, de pouvoir choisir de faire la politique? Je l'ai dit ici, on dit en français, lorsque tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi, n'est-ce pas? Et lorsqu'on laisse la gestion entre des mains inexpertes, on ne devra pas se poser des questions après. Okay? Lorsque vous prenez la gestion du pays, vous laissez entre les mains des brigands, vous n'allez pas demain vous poser des questions lorsqu'on va vous tuer. Vous n'allez pas demain vous poser des questions. Troisièmement, pourquoi on ne veut pas que les professeurs fassent la politique? Parce que votre place, bon, s'il faut répondre pour moi à la place de ces gens-là, dans de nos téléspectateurs, je dirais que les professeurs ont leur rôle au moins d'enseigner, d'orienter, de guider. Et qui ont le rôle de faire la politique? Les autorités, de pouvoir améliorer notre condition. Et qui ont le rôle d'être autorité? Je pose la question. Si vous me dites que les professeurs n'ont pas le rôle d'être des autorités, et qui ont le rôle d'être des autorités? Non, madame. Donc, je pense que rien n'empêche
aux professeurs d'université de faire la politique. Rien n'empêche aux professeurs d'université de prétendre à des fonctions des autorités. Rien du tout. Mais c'est... Le professeur devrait au moins se sentir sur la gestion de la République. Mais quand cela ne se sent pas, quel est alors l'apport du professeur dans la gestion politique de la République? Mais effectivement, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. La majorité d'entre nous se sont dit à une certaine période que non, nous, notre travail, c'est la craie, la politique, ce n'est pas notre travail. Il y a d'ailleurs l'échelle des valeurs est presque renversée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout celui qui a quelque chose à apporter pour la gestion du pays doit être libre de les faire. Merci beaucoup, professeur Michel. Nous sommes petit à petit vers la fin de cette émission. Que préconisez-vous vis-à-vis du système éducatif en République démocratique du Congo? La responsabilité du système éducatif est collégiale, mais aussi personnelle. Je pense que sur le plan collectif, je l'ai dit, on doit changer le système de gouvernance. Et déjà, la première alternance au sommet de l'État apporte déjà de l'espoir. Mais il ne faut pas que cet espoir puisse être volé en fumée. Il faut aller au bout de la logique. Deuxièmement, il y a également des responsabilités individuelles. Il faut que chacun, là où il est, essaye de voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Je prends mon exemple personnel. Je suis agroéconomiste, professeur dans la faculté des sciences agronomiques. Je me dis, avec le paix que je gagne, je dois par exemple ouvrir un centre d'entrepreneuriat. Un centre où ce que mes étudiants ne peuvent pas avoir dans les institutions publiques, ils n'ont pas la possibilité de faire la pratique. Mais s'ils viennent maintenant dans mon centre de formation, qui est appelé groupe d'appui au projet, là, ils vont trouver une grande ferme agricole où il y a plus de 450 porcs et où on fait l'aviculture et on a des systèmes où les gens peuvent être logés. Donc les étudiants peuvent étudier la théorie et revenir par après faire la pratique. Ça peut être considéré comme mon apport personnel. Mais j'ai dit, cet apport-là, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il faut que les systèmes de gouvernance changent pour qu'on puisse doter aux universités les moyens de recherche. Il faut qu'on puisse accroître cette capacité de recherche. La recherche, c'est aussi ce qu'on appelle un domaine régalien de l'État, un domaine de souveraineté. Personne ne peut financer votre recherche parce que tout le monde sait que c'est la recherche qui fait progresser un pays. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot, votre appel, vos sensibilisations par rapport à votre institut. Vous avez au moins 2 minutes. Oui, ce que je peux dire tout simplement, c'est que je demande à tout le monde d'appuyer cette institution qui a comme mission de former des intellectuels et des experts qui doivent faire face aux défis de développement durable parce que le monde change, parce que le monde fait face à un défi environnemental, parce que le monde fait face à l'épuisement des ressources naturelles. On ne peut pas continuer à enseigner de la même façon. L'Institut supérieur de développement durable est là pour enseigner les nouvelles méthodes de production et les nouvelles méthodes de gestion de notre économie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés au moins à la fin de notre émission. Aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité de suivre moi, le professeur Michel, à travers la toute première violation de grade académique de l'Institut supérieur de développement durable, où nous avons évoqué le problème des systèmes éducatifs en République démocratique du Congo. Pour tout contact à ce qui concerne moi, cet institut, contactez-nous aux numéros qui sont affichés. Vous aurez au moins l'opportunité peut-être d'être en contact avec le professeur Michel lui-même. Bon, tout le programme sur notre antenne. Je dis merci à Deb Lipassa, Jonathan Gouma, DT Ange Akadémie, merci à la grande équipe de télévision. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show. Il y a eu alternance, oui.
Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que po topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue